Nous étudions aujourd'hui le premier projet de loi significatif sur les retraites présenté par un gouvernement de gauche depuis 1982. À n'en pas douter, nous avons là une réforme plus équilibrée que celle de 2010. Et il faut d'abord en reconnaître ici les points positifs. C'est une réforme qui tourne le dos au report de l'âge légal. La piste de l'augmentation de la CSG y est abandonnée. Y figurent des mesures en faveur des femmes, comme la validation de trimestres supplémentaires de congé maternité et de temps partiel. Et surtout, elle traite enfin la question de la pénibilité. On retiendra en effet comme principale avancée la création du compte personnel de prévention de la pénibilité. Contrairement à la pseudo-réforme du gouvernement précédent qui niait la réalité, celle-ci apporte une solution à la première des injustices, la différence d'espérance de vie entre ouvriers et cadres. Et cette différence n'est pas anecdotique. À 65 ans, l'espérance de vie en bonne santé d'un ouvrier est de 6,5 années et celle d'un cadre est de 11,1 années. La réforme de 2010 n'a pas apporté de réponse à la question de la pénibilité. Comme dirait Pierre Merle, elle a opéré, de manière un peu honteuse d'ailleurs, un tour de passe-passe. Les différences de conditions de travail ont été niées et transformées en un problème personnel et médical, celui de l'inaptitude. La présente réforme s'attaque donc enfin réellement à la question de la pénibilité. Elle pourra cependant être améliorée sur ce point. Nous vous proposerons en particulier de ne pas limiter le nombre de points du compte de prévention pour ne pas pénaliser les salariés ayant été exposés pendant plus de 25 ans à un facteur de pénibilité. Malgré ces limites, le compte pénibilité est néanmoins une réelle avancée qui compte parmi les points positifs que nous évoquons plus haut, des points positifs qui auraient pu rendre juste cette réforme, mais qui auraient pu seulement, car cette réforme nous laisse malgré tout un goût amer. Elle comporte en effet 2 défauts majeurs qui nous empêchent de la qualifier ainsi. Le premier problème, c'est que les entreprises sont exonérées de l'effort collectif de financement. Et le deuxième, c'est que cette réforme repose, au-delà de 2020, sur l'allongement de la durée de cotisation. En effet, le partage de l'effort de financement n'existe hélas qu'en façade, puisque le gouvernement a annoncé que la hausse des cotisations serait entièrement compensée pour les entreprises. S'il est légitime de préserver les PME dans un contexte économique difficile, comment justifier d'exonérer toutes les entreprises de l'effort collectif, y compris les plus grandes et celles qui réalisent des bénéfices importants? Avec le crédit d'impôt compétitivité, cela fait au final beaucoup d'égards pour les entreprises et beaucoup d'efforts pour les ménages. Le relèvement de la contribution sur les dividendes nous aurait paru un mode de financement plus juste, et c'est ce que nous vous proposerons lors du projet de loi de finances que nous étudierons bientôt dans cet hémicycle. Cette contribution a un double avantage. D'une part, elle préserve les PME puisqu'elle ne concerne que les entreprises de plus de 250 salariés. D'autre part, bien que n'étant prélevé que sur les dividendes distribués aux actionnaires, son rendement est significatif puisqu'il devrait atteindre 1,6 milliard en 2013. Nous nous étonnons que cette piste ait été jusqu'ici écartée, ne laissant reposer la contrainte, une fois de plus, que sur les seuls ménages. L'allongement de la durée de cotisation au-delà de 2020 est le deuxième point noir de cette réforme. En effet, dans une situation de chômage élevé, cet allongement ne se traduit que par une chose, remplacer des retraités par des chômeurs moins bien indemnisés. La réforme de 2010 a déjà eu pour conséquence d'augmenter la population active de 224 000 personnes qui sont arrivées sur un marché du travail déjà saturé. Au final, l'UNEDIC a estimé l'impact de cette réforme à 30 000 demandeurs d'emploi supplémentaires et à 440 millions d'euros de coûts annuels pour l'assurance chômage. Maintenir les seniors sur le marché du travail ne peut qu'alimenter le chômage endémique qui mine la société française. C'est pourquoi nous vous proposerons par amendement de surseoir à cette décision et d'attendre pour la mettre en œuvre qu'il soit démontré par un rapport présenté devant la représentation nationale que l'augmentation de la durée de cotisation n'a aucun impact sur le nombre de chômeurs ou sur le taux de chômage. Vous l'aurez compris, Madame la ministre, les écologistes pensent depuis toujours que l'évolution de nos sociétés et de la productivité doit nous conduire à réduire progressivement le temps de travail, qu'il s'agit d'un mouvement historique qui ne s'est interrompu que récemment pour des raisons idéologiques et qu'il convient de le reprendre. Vous nous proposez là d'allonger la durée de cotisation et donc d'allonger la durée du travail tout au long de la vie. Pour cette raison, et malgré les avancées qu'il contient, nous ne pourrons soutenir votre texte en l'état. Je vous remercie. Merci.